di da da, di da di da da, di da di da da, da di da da, di da di da da, di da di da da, di da di da. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Lecteur un jour. Comment parler des livres que l'on n'a pas lus? C'est la question que pose Pierre Bayard en 2007 dans un essai publié aux éditions Minuit. Une vraie question, notamment quand on sait que parler des livres qu'on a lus ne relève pas toujours de l'évidence. Jean-Serge, Patrice et Héloïse, que nous avons rencontrés dans les premiers épisodes de Lecteur un jour, ont pourtant relevé ce défi. Ils ont rassemblé pour nous leurs souvenirs de lecture, parfois relus les livres marquants, ils ont griffonné sur un coin de table la liste des romans égarés dans leur mémoire. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui se prête au jeu. Frédéric est lectrice. Elle a accepté de reprendre le fil de son histoire livresque et j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette 4e émission. Bonjour Frédéric. Bonjour Merci. Caroline. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai envie de te poser une première question pour commencer. Est-ce qu'il est facile de parler des livres qu'on a lus? Je crois qu'il est facile d'en parler à soi-même, parce que c'est un voyage, on les garde au fond du cœur longtemps. Mais en parler aux autres, pas forcément en fait. Je ne sais pas, ça dépend du contexte, de la situation. Parfois on peut être débordé par notre enthousiasme et voilà, je ne sais pas. C'est une rencontre, je crois. C'est la rencontre qui fait qu'on va en parler, de quelle manière, à quel moment. Je pense que c'est la rencontre et la personne, ouais, le contexte. Est-ce qu'on entame un dialogue avec l'auteur, avec le livre en soi-même, comme tu... Avec l'auteur en soi-même. Alors parfois, on peut avoir la chance, je pense à Marine Diaye, de le rencontrer en vrai. Donc là, c'est vraiment chouette. Donc on peut en parler avec, mais ce n'est pas forcément facile. Mais après, soit avec l'auteur, oui, je pense que certains des livres que j'ai lus, je crois que j'avais un dialogue avec l'auteur du livre, si c'est ça que tu veux dire. Oui, ouais, oui. Ouais. Mais je pense au dialogue intérieur, vraiment aux réflexions qui nous viennent au moment de la lecture et puis qu'on peut, on peut avoir des objections, on peut... Oui, alors ça c'est peut-être un peu mon, je ne sais pas si je vais dire mon problème, mais j'ai tendance à lire de façon très, très large les livres en fait. S'il y a quelque chose que enfin il y a plusieurs niveaux de lecture, mais s'il y a une idée qui me fait penser à autre chose, je vais chercher ailleurs, je vais lire un autre passage, je vais chercher dans un autre livre ou un autre de l'auteur lui-même. En fait, j'ai tendance à beaucoup aller de naviguer en fait entre le livre et autour. S'il cite un lieu, je vais aller voir à quoi il ressemble, ou je vais aller revérifier. Donc, dans la réalité, ton texte, tu vas essayer de le replacer et le resituer dans la réalité. Oui, dans la réalité, dans les souvenirs d'autres choses. Donc parfois, peut-être que je ne profite pas assez du livre par lui-même, en fait. Des fois, il faut se replonger dans le livre pour essayer de le lire, profiter, enfin, de rentrer dans l'histoire. J'ai tendance à souvent sortir, revenir. C'est une autre lecture. Des fois, je pense que je passe peut-être à côté de certains aspects. C'est pour ça que j'aime bien les lire plusieurs fois, en fait. Ça signifie que tu es très réactive à ce qui s'y dit? Ben oui, à la limite, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que ça suggère énormément de choses, que du coup, c'est un voyage très très large. En fait, un seul livre, en réalité, c'est comme certains disent, la fenêtre sur le monde. En fait, voilà, on ouvre le livre. Et donc, c'est peut-être ça, ouais, j'ai toujours une lecture un peu augmentée. Et ce qu'on a avec les tablettes, parfois d'ailleurs, parce qu'on peut, si elle est connectée Wi-Fi, on peut carrément cliquer sur le mot, sur le lieu, sur les personnages. Et ça ouvre un petit peu. Mais alors si le livre t'envoie comme ça dans toutes les directions, comment tu fais pour te retrouver dans une intimité avec le texte, avec une histoire, avec les personnages? Alors moi je suis très voilà, pancho, couverture, voilà, je me mets le thé, etc. Je pense que je crée déjà l'univers, ou alors dans mon lit, je crée vraiment l'univers. Je pense qu'il y a une façon d'être, voilà. Même si je peux lire dans le train et je vais peut-être m'isoler, donc je pense qu'il y a plusieurs rencontres avec le livre. Après, je suis très sensible à la musique, des mots, enfin des phrases, je suis très sensible aux mots, donc en fait j'y vais à plusieurs reprises, oui, mais je ne sais pas si c'est les personnages qui m'intéressent le plus. Ça dépend, hein, il y a des livres où il y a des personnages très forts, et donc on peut s'identifier, et notamment plus jeune, je me suis vraiment
pas forcément identifier, mais questionner sur un personnage, Oui. donc il y a une relation. Mais sinon, c'est vraiment aussi toute la façon dont c'est écrit. Je suis très attachée à l'écriture, le style d'écriture, en fait. Il y a des livres, notamment, je me souviens de Fabienne Verdier, qui a, je ne sais plus, c'est Passagère du silence, Oui. qui parle de son voyage en Chine, quand elle est allée à la recherche des maîtres avant d'être elle-même une grande artiste. Et son livre est horriblement, enfin, mon avis, je sais que je ne suis pas la seule à le partager, horriblement mal écrit. Des fois, je trouvais que c'était fatigant tellement c'était mal écrit. Mais par contre, ce qu'elle vit est tellement extraordinaire qu'on ne lâche pas le livre quand même. Mais pour autant, ça peut... Voilà, c'est un livre que j'ai retenu dans cette histoire, mais il y a une petite frustration parce qu'on a envie qu'il y a un ensemble de choses dans le livre. Une harmonie. Une harmonie, quelque chose. Je trouve que je préférerais à la limite entendre un témoignage vidéo. Quelque part, elle parle en fait, elle nous parle, elle nous raconte sa vie. Donc il faut rentrer dans le livre de manière différente. Mais en même temps, c'est ça l'intérêt en fait, de tous les livres qui existent aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir plusieurs formes de rencontres avec l'histoire, avec l'auteur. Et puis au contraire, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop exigeant. Parfois, il faut se laisser aller, ouvrir, imprégner. Je pense que c'est ça, oui. Alors quels sont les auteurs qui ont un style auquel tu es plus sensible? Alors moi je suis très admirative quand il y a un style très maîtrisé. Enfin, voilà, donc, évidemment il y a les auteurs où on a le sentiment, je pense là à Gabriel Garcia Marquez qui a une maîtrise en fait du verbe, de la narration qui est extraordinaire, qui peut nous emmener dans vraiment, qui va situer un espace, soit un espace-temps très large, soit assez plus restreint sur Chronique d'une mort annoncée, mais ça je trouve ça vraiment extraordinaire quand un auteur maîtrise la totalité. Oui. Ça me On bluffe. peut s'arrêter un petit peu sur cet auteur, puisque c'est, en tout cas, le 100 ans de solitude est l'un des titres que tu as peut-être le plus apprécié, un titre qui s'est vraiment démarqué dans ton... Je ne sais pas, parce qu'il y a des livres dont j'ai un souvenir extraordinaire qui sont petits, qui ne sont pas... en fait, là, je parle de rencontre. En fait, je pense qu'un livre, c'est une rencontre, comme une rencontre avec l'histoire, avec les personnages fictifs ou avec l'auteur. Et Gabriel Garcia Marquez m'a énormément marqué dans cette maîtrise. En fait, le jour où j'ai lu ce livre-là, je me disais, ah oui, là, on touche vraiment quelqu'un qui maîtrise totalement, en fait, ce qu'il a envie de nous partager. Donc, à la fois le style, l'écriture. Alors, je sais que il a vendu sa voiture, je crois, pour pouvoir l'écrire. Donc, c'est un investissement total. Mais ce que j'aime dans ce livre, alors j'ai beaucoup aimé Chronique d'une mort annoncée, qui est très différent, mais il y a une structure narrative extraordinaire aussi. Donc là, il est doué. Mais ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que d'une part, quand on l'ouvre, on a le sentiment vraiment d'avoir accès à un grand livre. Enfin, vraiment, ça m'épate. Là, je me dis, alors là, on est sur du grand livre. Et puis, surtout, cette histoire, en fait, il y a toujours un aspect un petit peu de magie, c'est à la fois aussi il y a une référence biblique, hein, c'est vrai, voilà. Il y a tout ce personnage de Melchadesque, enfin voilà, il y a toujours entre vie et mort, c'est toujours un peu, voilà, on ne sait pas trop où on se situe, on a l'impression que ce sont les mêmes personnages qui revivent, alors que ce sont les descendants. Il y a cette notion d'espace-temps qui est complètement impressionnante. Donc j'ai été vraiment très impressionnée par cette lecture. Tu l'as lu à quelle époque? Là, je n'arrive pas parce qu'en fait, j'ai commencé à mon registre, entre guillemets, des livres lus en 2007 et je l'avais déjà lu avant. Mais je ne suis pas trop capable, je pense que c'est entre 30 et 40 ans que je l'ai lu, j'imagine. Autant il y a des livres, je me souviens très très bien du jour où je les ai découverts, où j'étais, à quel endroit, etc. Mais ce qui se passait dans ma vie, peut-être parce que ça faisait plus écho. Mais lui, je me revois le lire. Je pense que je l'ai beaucoup lu au lit, mais j'arrive pas à le situer complètement dans une époque. C'est pas un livre comme certains que j'ai lus qui correspondent vraiment à une époque de ma vie où quelque part on va vers des livres qui vont nous apporter des réponses ou qui vont. Lui, comme c'est vraiment un livre qui est dans le milieu dans lequel je naviguais à l'époque, il y avait deux livres qui étaient les pavés de la littérature. C'était 100 ans de solitude ou bien Belle du Seigneur, voilà, c'était l'un ou l'autre. Et ce qui était drôle, c'était en fait les uns aimaient l'un ou l'autre, mais jamais les deux. Et je m'étais dit, il faut que je me fasse mon opinion. Et j'ai lu les deux. J'ai beaucoup aimé les deux, bien sûr. C'est quand même deux pavés. C'est des livres à lire, je pense absolument, parce que c'est un côté complètement.
c'est pas universel, mais je pense que c'est vraiment des livres qui sont hors du temps, de par leur histoire d'ailleurs, parce que dans les deux, on va avoir un aspect un petit peu fantastique, entre guillemets. Et finalement, j'ai préféré largement Gabriel Garcia Marquez pour l'histoire. Par contre, pour le style, effectivement, on est sur deux auteurs plus grands. Mais moi, j'ai aimé cet espace-temps un petit peu à la fois très limité, puisque c'est la vie et la naissance et la décadence d'une famille. Enfin, il y a toute une transposition. Et puis il y a le ton aussi de l'auteur, en fait, qui amène comme ça des situations assez à la fois. Enfin, c'est détaché sans l'être trop, c'est ça qui est impressionnant. Et c'est pour ça qu'il y a une maîtrise qu'on retrouve dans sa façon d'écrire à chaque fois. On nous raconte une histoire, hein, donc soit c'est un personnage, en général c'est toujours un personnage ou un descendant qui raconte l'histoire, ou un ami. On est totalement impliqué, mais on a juste le regard extérieur, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir en fait rentrer dans l'histoire et en même temps face au moment, parce qu'on a des passages qui sont assez c'est assez cruel, on le vit avec, je sais pas, juste le détachement nécessaire pour développer juste l'empathie qu'il faut, mais sans lâcher le livre. Enfin, je trouve qu'il y a un équilibre, je sais pas. Est-ce qu'il faut se sentir prêt pour lire un livre de cette envergure? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Se sentir prêt, c'est des moments de la vie, il y a des livres qu'on n'accroche pas, en fait, c'est pas le moment. Puis quand on les relit, ils nous parlent totalement, donc je pense que ça dépend de notre disposition d'esprit. Après, est-ce que c'est l'idée d'être assez à l'aise avec la littérature pour aller vers ce livre ou pas? Est-ce que c'est cette démarche-là? Est-ce qu'on peut se dire... Ouais, ça c'est une vraie question en fait, je pense, parce que parfois on peut ne pas s'autoriser à aller vers certains livres parce qu'on estime qu'ils relèvent d'une littérature un peu... il y a toute la sphère intellectuelle. Est-ce que j'ai le droit d'aller vers ces livres ou pas? Je crois que c'est très important en fait, surtout pour encourager les personnes à lire. Et c'est pour ça que c'est important de partager. Mais oui, je me suis souvent posé la question en fait est-ce que j'allais comprendre tous les messages? Oui. Est-ce que j'allais passer à côté de certains messages ou pas? Et je pense que justement, plus on lit, plus on grandit et plus on est capable d'aller vers des messages. Ça, c'est vrai. Quelque part, dans le milieu social dans lequel on évolue, on ouvre notre horizon au fur et à mesure. Donc effectivement, d'où l'importance de l'école d'ailleurs, parce que les premiers livres, je me souviens notamment, il faut oser aller chercher un livre en fait. Et donc à la bibliothèque du collège, je me souviens des fois aller prendre un livre et je me disais, bon, est-ce que je peux prendre celui-là? Voilà, est-ce que je peux m'autoriser? À partir de quoi? À partir de quoi on peut ne pas s'autoriser à prendre un livre? Quand on est jeune, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous retient? On peut avoir des amis ou un environnement où le livre n'est pas forcément trop présent. Le livre était présent chez mes parents, hein, c'est des parents ouvriers qui souhaitaient lire quand même. On ne peut pas dire, je connais pas mal de personnes qui me disaient mais il n'y avait pas de livre à la maison. Moi, ce n'est pas le cas, il y avait des livres. Mes parents étaient très attachés en tant qu'ouvriers à avoir accès à la culture, c'était très important. Mais ils ne les partageaient pas. Il n'y avait pas d'échange autour des livres qu'ils avaient lus. Pas d'échange en famille? Non, jamais, voilà. Donc les livres étaient présents, mais il n'y avait pas d'échange. Ça c'est vrai. J'avais quelques livres quand j'étais petite, évidemment, j'ai eu Heidi, enfin, des choses comme ça, voilà, que je trouvais extraordinaires, de voir cette petite fille qui avait une grande liberté, mais en même temps qui avait une vie difficile. Enfin, bon. Et voilà, il y a des livres qui construisent il y a des rencontres au fur et à mesure. La première rencontre avec un livre qui m'a marquée, c'est L'herbe bleue, en fait. Donc j'étais au collège, et donc je me souviens, alors je me souviens regarder les livres comme ça. Bon, je lisais un peu ce qu'on nous donnait à lire, etc. Et je me dis, l'herbe bleue, alors là, c'est bizarre. Et je commence à regarder, je vois que ça parle de drogue, et je commence à dire, oh! Et donc je devais avoir à peu près 13 ans, et donc là, c'est le livre un peu... Je me vois vraiment oser aller le prendre en disant, mais qu'est-ce que je vais découvrir? Et en même temps, j'entendais parler un peu de drogue autour de moi, de choses comme ça, et donc... et puis ça fait peur, en fait. Tu vois, on se dit, qu'est-ce que... Et alors, je l'ai lu, j'ai été vraiment très impressionnée par cette histoire. C'est pas une biographie d'ailleurs, où je crois que l'auteur s'est inspiré un peu. D'une patiente ou d'une pseudo-patiente. Voilà. Il y avait un rapport thérapeutique en tout cas entre l'autrice et le discours de la jeune femme. Alors je l'ai jamais relu depuis, enfin si je l'ai relu. Enfin, j'étais tellement
époustouflée de voir en fait ce sujet-là. J'avais vraiment envie de comprendre ça me faisait peur évidemment. Et donc là, le livre m'a permis d'aller voir un peu à quel point ça pouvait faire des dégâts, bien sûr, mais à quel point il y avait quand même tout un univers en fait de pouvoir aussi, quand on est adolescent, on a des passages difficiles, et donc se rendre compte que la drogue pouvait attirer parce qu'elle pouvait nous permettre parfois de fuir certaines réalités, quoi. Voilà. Et donc je l'ai relu au moins 3 fois. Enfin, voilà. À l'époque. Ah oui, oui, mais il y a plusieurs livres que j'ai relus plusieurs fois. À cette époque-là, que je lisais peu, et quand je découvrais vraiment un livre qui m'impressionnait, je le relisais plusieurs fois. Et donc je l'ai remis à la bibliothèque. Je dis la médiathèque parce qu'aujourd'hui on va à la médiathèque, mais avant on allait au CDI. Et donc j'y suis allée plusieurs fois le reprendre et le relire, voilà, en se questionnant. Donc ça, ma première rencontre avec les livres, c'était plutôt des livres qui me permettaient de tout à coup de faire un lien avec ma propre, enfin mon environnement et ma propre construction identitaire aussi. C'était presque transgressif, le geste même d'emprunter ce livre. Oui, 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 oui. Ah, mais je me revois, je vois la couverture du livre et je vois déjà, et quelque part, je trouve que c'est peut-être la drogue d'une certaine manière, je n'avais jamais vu comme ça. C'est un livre qui a marqué son époque. Il a marqué énormément son époque, oui. Et l'autre livre que j'ai lu plusieurs fois aussi, alors ça me touche de le voir parce que je ne l'ai vraiment jamais retouché, jamais revu, c'est Thérèse Descoroux. Oui. Et donc ça, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai lu plusieurs fois aussi. Parce que c'était. Alors là, je pense que je devais tout lire. Je me souviens pas trop, hein, je suis incapable. Il y a vraiment des livres. Pour moi, c'était l'histoire de cette femme, cette émancipation, de trouver sa place. Et puis, en fait, voilà, il y a toutes les constructions sociales, le carcan social, la bien-pensance, etc., qui est très, très présente. Et en même temps, cette envie de liberté. Et donc là, j'avais été très impressionnée par cette histoire. Je n'ai pas retenu du tout le style, etc., alors que j'y suis attachée, mais je trouvais ça, voilà, c'est quelque chose qui se questionne quand on devient une jeune femme, de quelle jeune femme on va être. Et c'est vraiment ce livre qui m'a beaucoup marqué. Du crime, parce qu'en fait, elle est... Oui, alors après, c'est un peu embêtant. À la vie de son mari. Oui, voilà, c'est ça va jusque-là, voilà. Après, il y a des situations dures. C'est pas ça, c'est pas forcément cette partie-là qui m'a... Après, je l'ai assimilé pour quelque chose de plutôt romanesque, en fait. C'est surtout tout le début, cette construction de trouver sa place avec la sœur de son mari aussi, qui est rebelle et puis qui finalement va complètement rentrer dans le rang. Et ce personnage au départ qui, lui, elle est dans le rang, puis elle va en sortir. Donc il y a ce parallèle, en fait, qui est intéressant dans cette histoire. Et puis quelque part ce désespoir de comment sortir de ce piège dans lequel elle est. Alors aujourd'hui encore plus en tant que... Tout le féminisme aujourd'hui aborde ce sujet, donc ça serait amusant de le relire. Mais surtout, on voit que finalement tout le monde est malheureux. Enfin, il y a ce personnage féminin, mais on se rend compte que ce clan en fait vit, que chacun, enfin chaque personnage a des. Enfin, c'est une représentation aussi d'un monde bourgeois de l'époque, mais chacun a une sorte de mission, un rôle qu'il est obligé de tenir. Thérèse Descoroux, par la tentative d'empoisonnement de son mari, essaie d'échapper comme elle peut à ce carcan auquel les autres n'échappent pas finalement. Il n'y a pas que cette femme dans cette famille, c'est en fait chacun est pris au piège dans cette famille parce que voilà, la société, enfin le fonctionnement de cette classe sociale veut que chacun ait cette place-là. Ça veut dire qu'un personnage peut faire office de modèle. Ou alors, je ne sais pas si c'était un modèle, parce que je suis pas allée à l'idée qu'il fallait empoisonner mon mari quand même. Mais non, c'est surtout cette construction identitaire à l'intérieur d'un groupe social. C'est surtout ça. C'est ça qui m'a marquée, en fait. Est-ce que tu acceptes cette place qu'on te donne ou est-ce que tu la refuses? Et si tu la refuses, comment tu fais pour la refuser? Alors évidemment, ce choix, voilà, après c'est un peu romanesque. Mais et puis moi, ça a plutôt été de dire, mon choix, c'est aussi peut-être aller vers une émancipation sociale. C'était romanesque, mais c'est quand même issu d'un fait divers. En plus, c'est vrai, j'avais pas, ouais. Et donc ça questionne sur nous, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je reste dans la sphère sociale dans laquelle je suis, ou est-ce que j'essaie de m'en émanciper? Enfin, ça m'a questionné sur ça, surtout à l'époque. Qu'est-ce que j'ai envie d'être, en fait? Est-ce que j'ai envie d'accepter les règles qu'on impose à moi? C'est ça qui m'a marqué dans cette lecture. Et avoir affaire à une autrice, à des femmes qui écrivent et qui racontent des histoires, ça peut être aussi inspirant, ça peut être aussi
une façon de se remettre en question. Ça, c'est ma rencontre avec Marine Diaye. Alors là, c'est le livre qui m'est tombé dans les mains, je ne sais pas comment. Celui-ci, c'est Quand on riche à venir. Quand on riche à venir, c'est son premier. Oui. En fait, je commençais un peu à m'intéresser un peu plus. Je lisais un peu de plus en plus à l'époque. Et j'étais impressionnée par tous les styles. J'avais été impressionnée par l'Oulipo, enfin voilà, toutes ces façons d'aller vers... Et je pense que ça doit être ça, j'essaie de me remémorer à quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu vas voir, elle fait des phrases très longues. » Donc c'est ça qui m'a intriguée au départ, en fait. Et effectivement, c'est des phrases très, 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 très longues. Et là, je me suis dit surtout, alors cette jeune femme, elle a 18 ans, je crois que c'est 17-18 ans, et elle a déjà écrit un livre. Et ça m'a impressionnée. Je me suis dit, alors moi, j'avais pas du tout l'idée. Moi, j'aimais déjà écrire comme au lycée, on s'échangeait des petits poèmes, voilà, c'était drôle. On écrivait des nouvelles, on écrivait des trucs comme ça. Donc, mais juste pour le plaisir, je me suis jamais dit, oh là, je vais être écrivain, même aujourd'hui, je me dis pas ça, je vais être autrice, même si j'écris beaucoup. J'ai pas d'ambition, à part les ateliers d'écriture, voilà, on partage, mais j'aimerais quand même un jour aller plus loin dans des écrits longs, même si j'ai commencé. Mais malgré tout, à chaque fois que je vois un auteur ou une autrice qui a écrit un livre jeune, je suis toujours impressionnée en disant, mais moi j'ai toujours écrit des livres, et puis ça m'impressionne, et ça m'encourage à écrire, en fait. Là-dessus, j'ai une relation de... Je cherche vraiment aussi dans les écrits, je suis très inspirée par la façon dont c'est abordé, dans les mots choisis, les styles. Je me dis, j'essaye aussi de m'identifier en disant quelle autrice je suis, qu'est-ce que j'aime écrire. Oui, ça c'est vrai. Donc elle, ça a été un peu l'idée, peut-être que j'aurais envie d'écrire un peu plus long que des petits textes qu'on s'échange avec les camarades de classe. Oui, ça c'est vraiment détonateur. Et puis en plus, Marine Diaye, elle a vraiment quelque chose de particulier. Alors, elle est très attachée à la musique des phrases, etc. Et je suis énormément. Je suis capable même parfois de lire un passage et je vais retenir que la musique. Pas les mots. Je vais retenir que le rythme. Je vais me laisser bercer par le rythme. Et c'est après, je vais me dire, bon, je vais relire une deuxième fois parce que quand même, a priori, il y a des mots, donc ça veut dire quelque chose. Il y a quand même une création d'une mélodie. Il y a une mélodie, totalement. Mais elle, c'est revendiqué, hein, elle le dit comme ça, elle est très attachée à ça. Mais il y a d'autres livres qui ont vraiment une musicalité très très forte. Je ne me souviens plus de cet auteur, mais je vois les noms de Faucalquier dans le titre, c'est un auteur français ça ne me revient pas, mais qui maîtrise énormément la musique des phrases. Alors, depuis, elle a changé, elle fait des phrases beaucoup plus courtes, mais on a toujours une rythmique très 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 spécifique, vraiment très spécifique. Et d'ailleurs, quand je l'ai entendue à la Maison Grecque où elle a lu un extrait, je reconnais avec sa voix, cette rythmique, je trouvais ça vraiment impressionnant parce que je trouvais que c'était touchant parce que je la ressentais comme ça. Et j'ai acheté un livre à cette occasion et je lui ai fait dédicacer. Et on a eu l'occasion en plus d'échanger, donc et je lui ai dit, hein, voilà, j'ai lu votre premier livre. Donc c'était bien des années plus tard. Oui, parce que c'était l'année dernière, donc voilà, donc ça fait quand même plus de 30 ans. Hein, que j'ai lu ce livre-là. Et donc le lendemain matin, dans mon lit, au réveil, je commence à lire le livre qu'elle a dédicacé la veille. Et quand j'ai commencé les premières pages, j'ai eu le sentiment que c'était elle qui me lisait le texte. J'entendais sa voix, tellement elle a une rythmique particulière. Vraiment, en lisant les premières lignes, c'était sa voix que j'entendais. J'ai trouvé ça une expérience complètement folle, je ne l'ai jamais revécue depuis. Mais c'est dire à quel point la musicalité, l'harmonie des phrases apporte vraiment quelque chose. Et puis elle a vraiment aussi deux autres aspects. Le deuxième, c'est qu'on est toujours à la limite du réel. Voilà, on ne sait jamais trop avec Marine Diaye. Et donc c'est vraiment un monde particulier. Et puis il y a toujours des ruptures importantes, en 2 temps ou en 3 temps comme celui-ci. Et ces personnages, c'est pareil, il y a toujours, un peu comme Gabriel García Márquez, on est proche sans être trop, on n'est pas moqueur. C'est juste l'auteur se situe toujours un petit peu à la limite, oui, sur le fil. Alors, j'ai pas tout lu de Marine Diaye, mais systématiquement, on retrouve ça. Sauf que là, vraiment, pour son premier livre, c'est un peu c'est des phrases très 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 longues et ça enlève un petit peu. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle a réduit après. Je lui ai pas redit après, mais elle a laissé un petit peu son propre style. Oui, faut se trouver aussi. Oui. C'est ça qui est chouette.
Est-ce qu'on peut dire que tu t'es trouvée en tant que lectrice, pour reprendre tes mots Je me suis trouvée en tant que lectrice. Moi, j'aime de tout, je lis de tout. Hein, voilà. Je pense que c'est pour revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut s'autoriser à lire, est-ce qu'on a des limites, voilà, est-ce qu'on se sent assez intellectuel pour tout comprendre, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment y aller avec une grande liberté. Alors maintenant, oui, je m'autorise plus, peut-être que je me suis mise beaucoup plus de freins au début, oui, parce que... Mais en fait, les mots appartiennent à tout le monde déjà. Vraiment, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime partager, j'aime aussi... à partager avec des publics différents ou des jeunes. Ça dépend aussi des lieux où on est amené à intervenir bénévolement ou professionnellement. Mais je trouve que c'est important d'encourager à lire, d'aller ouvrir un livre. Et quel qu'il soit, et en fait, on peut être vraiment accroché sur des livres où on pensait que ce n'était pas pour nous. Quoi. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment là lever les barrières. Quoi. D'où l'intérêt des médiathèques, mais des boîtes à livres, parce qu'effectivement, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça génial, cette idée. De pouvoir déjà aller soi-même déposer des livres et on se dit, bah voilà, j'en veux plus, mais ça peut servir à quelqu'un d'autre. Mais on a l'occasion d'aller prendre des livres. On se dit, bah tiens, Victor Hugo, bon, peut-être que je peux. Et ça, je trouve ça vraiment très, très chouette. Il n'y a pas de frontière, en fait, à part donc ça, oui, c'est le geste. J'aime bien ces boîtes à livres où souvent il y a une petite porte, il faut ouvrir. C'est sur une grande place parfois, c'est pas forcément, ou dans un parc. Et puis, il y a cette idée d'aller ouvrir et d'aller voir. Je trouve ça génial. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus dans des halls d'immeubles, en fait, des lieux, voilà, les gens laissés, prenez. Et je trouve ça génial, ce partage, en fait. C'est le don de la littérature. Oui, c'est ça. Et une fois, j'avais trouvé un livre sur un banc. Et il y avait une petite étiquette, voilà, vous irez après sur un site, c'est un peu comme les cailloux. Et puis, déposez-le à un autre endroit. Et j'avais trouvé ça formidable aussi de lire le livre et puis le déposer à un autre endroit. C'est le livre qui vagabonde. Oui, qui va rencontrer les gens, le lien se fait par les personnes. De même que parfois, d'occasion à la médiathèque, on a le nom de la personne à qui a appartenu le livre avant. On a parfois des petites notes. Là, je lisais, mais je pense que c'était... parce que là, je l'ai reprise, que je ne l'avais pas en fait, je ne l'avais plus. Donc je l'ai racheté sur Recycle Livre. Oui. Et il y a des petites notes comme ça. Alors là, je ne sais pas si c'est en lien avec le livre ou si c'était un petit bout de papier qui a été récupéré. Mais j'adore ça, en fait. Je trouve ça extraordinaire. Comment, en fait, il y a eu un partage, une personne qui a vécu quelque chose avec ce livre, qui crée sa propre histoire, et puis quelque part, on récupère. Et j'aimerais bien un jour écrire une histoire, justement, de livre, l'histoire du livre, mais je suis sûre que quelqu'un l'a déjà fait. Alors, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien les textes qui proposaient un petit peu d'onérisme, un petit peu de merveilleux ou de magie ou de magique. Je ne sais pas si c'est le magique. Je pense c'est pas que c'est le côté. En fait, c'est le côté qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. C'est ce qu'on trouve beaucoup chez Marine Diaye ou Milena Agus, mais c'est aussi qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Ce qu'on trouve avec Barjavel. En fait, j'aime bien en fait des univers parfois en fait qui sont un petit peu. Ouais. Daniel Mendelssohn. À l'époque, je crois, tu as pris tout ton temps pour le lire, pour le. Oui, c'est le seul livre où j'ai fait ça. En général, je lis. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut savourer une histoire comme celle-ci? Est-ce que tu je ne sais pas si savourer une histoire en fait, parce que j'aime à la fois les livres qui ont des histoires, etc., où c'est qui se passe. Mais j'aime aussi beaucoup les livres qui vont avoir une dimension historique, sociétale, etc. Aujourd'hui, il aurait toute sa place, puisque c'est un jeune garçon qui, sur 5 années, tout à coup a changé. Et il s'est dit, mais quand j'étais enfant, quand j'arrivais, donc on vit beaucoup en famille, donc il est new-yorkais, je crois. Et en fait, il y avait toujours des gens qui pleuraient à chaque fois, à la remémoration de souvenirs. Il voyait toujours les gens pleurer. Donc il se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette vie ? Il savait qu'il était juif, mais il disait, c'est triste d'être juif, on pleure tout le temps, dès qu'on est ensemble. En plus, c'est des losers. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais il dit, de toute façon, moi j'aurais préféré d'être égyptien, parce qu'au moins les Égyptiens, ils avaient des grandes armées, ils gagnaient, alors que nous, on est juifs, on doit toujours fuir, enfin voilà. Donc il avait une construction de son identité par rapport à être juif, c'est triste, quoi, et on est des perdants. Et puis, en fait, petit à petit, donc plus tard, il s'interroge sur ça et il commence en fait à aller vers son histoire, vers sa famille, vers voilà.
Et au fur et à mesure, donc sur 5 ans, il va aller rechercher des textes, aller interroger la famille. Il va retourner en Europe, notamment en Ukraine, où il va aller sur les traces du passé. Il va retourner dans les camps. Il va vraiment faire tout ce travail. Donc c'est très rude. Hein. Il décrit aussi des fois des passages très très douloureux, comment dans certains villages les habitants ont été réunis et exécutés, comment les familles ont eu peur, ont dû fuir. Enfin vraiment, et il va aller à rencontrer des témoignages extrêmement rudes et puis surtout s'interroger sur comment, quelle vie auraient eu ces personnes, etc. Et on a aussi pas mal de photos et c'est vraiment un voyage assez qui m'a beaucoup touchée, à la fois parce que c'est une histoire évidemment qui touche chaque famille, elle peut être touchée par des événements historiques, qui nous dépassent en fait. C'est ça qu'il montre, c'est-à-dire que je suis juive, mais tout à coup, l'histoire a imposé une identité que je n'ai pas, qu'on ne recherchait pas. On était juste que ça, on vivait dans le village, on ne se posait pas de questions. Et tout à coup, en fait, on se retrouve pris dans une sorte d'engrenage, c'est ce qui montre bien. Mais ce qui est vraiment d'intéressant dans ce livre, c'est qu'il va à la fois, donc, comme je disais, aller sur le terrain, aller rencontrer sa famille, des témoignages, mais il va aussi chercher dans le contexte historique et notamment religieux. Et donc, en fait, il va aller s'intéresser à ce que dit la Bible, à ce que dit évidemment tous les écrits hébreux, notamment la Kabbale. Et en fait, c'est ça qui donne une dimension à la fois intime, historique, et puis évidemment spirituelle. Donc tout ça pour donner du sens à qu'est-ce qu'est un enfant juif et qu'est-ce que je fais aujourd'hui et comment je m'approprie l'histoire. Donc j'ai trouvé ça extrêmement, là ça m'a vraiment bluffé. C'est pour ça que je pense que je l'ai fait durer sur plus de 2 mois et demi. Alors que c'est le genre de livre que je l'aurais lu entre guillemets un peu plus vite. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de passages, j'ai recherché à côté. Enfin vraiment c'était une aventure totale en fait. Donc déjà j'ai trouvé que c'est un travail très rigoureux, donc ça je trouvais ça intéressant. Et en fait, je me suis dit, oui, mais moi, je suis une génération où nos grands-parents ont vécu la guerre. Oui. Et donc, ils ont été confrontés comme ça à des situations difficiles, notamment être prisonniers en Allemagne. Il y avait aussi la STO qui a eu un impact très important dans les familles. Et donc, je me suis dit, mais moi, ma propre famille, donc il n'y a pas d'idée de judéité ou d'autres éléments avec la religion, mais en tout cas, si, elle était présente dans ma famille, mais surtout, voilà, comment on s'approprie l'histoire de sa famille et qu'est-ce qu'on en fait. Et si on a un message autour de tout ça, qui est un message évidemment de paix et de lien, et voilà, comment aller vers le souvenir, comment contextualiser ça, comment trouver, en parler à sa famille aussi, et comment soit se construire, comment il y avait cette construction intime comme lui, mais moi-même je me suis dit comment je m'approprie l'histoire de ma famille, comment je me situe par rapport à l'histoire et qu'est-ce que j'en fais en fait et quel choix je fais dans ma vie par rapport à ce qu'a vécu la famille. Et aujourd'hui en plus le contexte politique fait qu'on refait des liens aussi avec les drames qu'ont vécu de chaque famille. Ouais. Ça a provoqué ou ça a suscité chez toi une démarche très concrète? En fait, j'ai interviewé mon grand-père. Je suis allée jusqu'à là, effectivement. On a même filmé avec mon fils. Et donc, je l'ai fait parler, oui, sur la guerre. Je vraiment me suis intéressée. Donc, j'ai recueilli pas mal de témoignages. Et je suis allée chercher aussi en ligne, puisque mon grand-père a dû aller en Allemagne, voilà. Et donc, je suis allée retrouver, et les souvenirs qu'il avait, les descriptions étaient rigoureusement exactes. J'ai retrouvé tout, parce qu'on peut retrouver énormément de choses. En fait, j'ai fait un peu l'enquête comme il l'a faite. Ah ouais, totalement. C'est un peu ça, hein. Je trouve que ce qu'il y a de bien dans les livres, c'est qu'à un moment, voilà, tiens, mais pourquoi je n'essaierai pas aussi, moi, pourquoi pas moi, c'est inspirant, c'est encourageant, oui. Et puis ça donne aussi, là, quelque part, il y avait une méthode. Je ne suis pas allée jusqu'en Allemagne. Enfin, je suis allée, mais pas de la même manière. Mais il y a une méthode aussi. Comment aller à la rencontre? Je pense que c'est ça aussi. Donc, il y a eu une sorte d'identification, oui, quelque part. Donc, j'ai écrit après, oui. Après ce genre de lecture, on passe à quoi? Est-ce que aujourd'hui? Non, j'ai lu des légers en même temps, en fait. Là, je l'ai fait durer pendant 2 mois et demi, à peu près. Je me souviens de la lecture. Je me vois très, très bien quand je lisais, par contre. Hein. Je sais bien où je lisais. Mais j'avais alterné avec des petits livres plus... j'ai dû lire, je ne sais pas, il faudrait que je regarde...
Mais j'ai dû lire peut-être 5-6 autres livres plus légers entre-temps, oui, parce que c'est quand même très très dense, hein. Ça remue. J'ai quelques questions un petit peu plus légères à te poser. Ah oui? Si tu veux bien, est-ce qu'il y a une émission littéraire qui aurait marqué ton histoire de lectrice? Émission littéraire? Tu veux dire apostrophe ou... Ce genre d'émission. Non, je crois que j'ai commencé à écouter un peu, j'ai toujours écouté pas mal France Culture, donc on a souvent des rendez-vous. Ah, il y avait l'émission, mais je crois qu'elle a arrêté, c'était le samedi après-midi, je crois. Il y avait des livres, il y avait des présentations de lecture, je crois, notamment francophones, enfin tout ce qui était dans la francophonie. Après, apostrophe, je l'ai regardé un peu, mais je pense qu'à l'époque, j'étais pas... Aujourd'hui, je les regarderais différemment, mais je pense qu'il y a une sorte de maturité qui vient avec la lecture aussi. Sinon, je regarde de temps en temps la grande librairie, oui, ou le book club. Mais je ne suis pas une fan. Je pense que c'est souvent des échanges. Je fais partie de beaucoup. Ça fait des années que je fais partie de clubs de lecture, en fait. Oui. Et je pense que c'est surtout là, en fait, que se font les échanges. Ouais. Après, je suis l'actualité, évidemment, sur dans les journaux, les revues, etc. Et puis les bouches à oreille. Et puis bon, il y a la Maison Grac aussi, quand même, qui nous amène... c'est plus ça, en fait. Et aujourd'hui, on peut avoir aussi vraiment... C'est l'avantage des réseaux et Internet, c'est qu'on peut écouter des interviews d'auteurs assez facilement, en fait. Et donc, je vais vers les interviews. Une fois qu'un auteur m'intéresse, je vais facilement l'écouter après. C'est ça. Est-ce que tu as testé les livres audio? Alors, les livres audio, je lis moi, mais je sais que c'est bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'y remettent. Par contre, j'aimais beaucoup, je crois que c'était sur France Inter ou France Culture, le soir, il y avait des lecteurs de lecture de romans. Donc ça, voilà. Mais je suis pas... oui. Mais à refaire, je pense que c'est à refaire aussi, oui. À refaire. De se redonner le temps de le faire comme ça. D'écouter tranquillement. Oui, c'est peut-être comme une musique aussi, comme écouter une symphonie. Je pense que c'est un peu pareil, oui. Un conte du soir. Un conte du soir, je crains de m'endormir rapidement peut-être, mais ouais, c'est une expérience. Bon, est-ce qu'on peut passer aux aveux? Est-ce qu'il t'arrive de sauter des pages? Oui, j'avoue. Je dois avoir honte peut-être. Pas du tout, aucun jugement. Non, je m'arrive de sauter des pages parfois ou d'y revenir. Ouais. Est-ce qu'il y a des livres qui t'attendent et que tu sais devoir lire un jour ou l'autre, que tu laisses un petit peu de côté? Pourquoi devoir lire? Devoir, parce que tu sais que tu les as visés, tu les as ciblés, ces Ah oui, livres-là, donc et avoir t'attends. envie. Parce que devoir lire, des fois, c'est un peu, tout le monde l'a lu, je vais le lire pour avoir... Ça, je l'ai fait un peu ça, mais maintenant je fais plus ça. C'est pas parce que c'est le livre à la mode que je vais le lire. Maintenant, je fais plus. Mais à un moment, j'avais envie de partager. Donc, des fois, je lisais un peu en me disant, bon, moi, je saurais de quoi ça cause. Ça m'arrive, mais... Non, après les livres, j'ai toujours un paquet de livres, voilà, oui. Pour ce week-end, j'en ai prévu plusieurs, ouais. Quel est le dernier livre qu'on t'ait offert? Il y en a un dans le lot, justement. Je me souviens plus, d'ailleurs, parce que c'était présenté... j'étais à la librairie Parchemin, où on a souvent des rencontres d'auteurs aussi. Et donc, il y avait un qui a été abordé par quelqu'un. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je dis, ouais, c'est l'air chouette. Et puis, on était en petit groupe de copines. Et en fait, à la fin, j'ai eu un exemplaire qui a été tendu, offert. C'était quel titre? Quel auteur? Je me souviens. C'est une histoire d'arbre, c'est dans la cabane ou quelque chose comme ça. Apparemment, c'est quelqu'un qui s'est, à un moment, suite à quelque chose d'un drame, apparemment, il a construit une cabane au fond du jardin et il est allé y vivre un certain temps. Voilà. Et sa famille a dû, pour pouvoir revenir après à la vie, je crois que c'est quelques mois. Et donc, ça relate ce moment-là. Donc, ce sera une découverte. Là, j'ai un livre pour toi également aujourd'hui, tu t'en doutais peut-être. Qu'est-ce donc? Il s'agit des Paradis aveugles d'une autrice vietnamienne qui s'appelle Duong Thuong. Oui, j'en ai entendu parler. Duong Et j'adore Sabine Wedmesser. Voilà, pour moi, c'est une super maison. Ouais. C'est une super maison. J'aime beaucoup
la ligne éditoriale. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Pourquoi donc C'est celui-là? l'histoire d'une femme, d'une jeune femme qui doit renoncer à la fois à ses études et à son pays, le Vietnam, et qui va rejoindre une autre condition, une condition ouvrière en URSS. Voilà, elle en fait le récit. Merci Et beaucoup. il y a des histoires dans l'histoire. Ah bah oui, donc ça va me plaire alors. Un contexte politique. Ah bah oui, j'aime bien quand il y a un contexte, j'aime bien Voilà, quand et il y a sociétal. quelque chose de très large. Bah écoute, super. Voilà, Frédéric, je te Merci, remercie je suis très beaucoup touchée. d'avoir joué le jeu de cette émission, Bah, d'avoir gentil été à la toi. 4e invitée de Lecteur un jour. Je te remercie et Merci. quant à vous, chers spectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Lecteur un jour. Entre-temps, je vous dis à vos livres et à bientôt. Dee da dee da da, dee da dee da.